gestes, des propositions du dossier, et qu'ensuite on se pose la question donc comment défendre la paix mondiale aujourd'hui, avec trois documentaristes, réalisateurs de documentaires et un professeur de sciences politiques. Donc ce dossier de février 1949 a notamment des contributions d'Emmanuel Mounier, qui est le fondateur de la revue Esprit, un article de Paul Ricoeur, sur lequel je reviendrai, qui me paraît tout à fait intéressant, et notamment une contribution de Robert Sarrazac, qui a été évoquée à plusieurs reprises. Peut-être un mot sur le contexte général de ce dossier. Donc, il y a manifestement le geste de Gary Davis, mais il y a aussi le souvenir plus ou moins traumatique de l'accord de Munich, que Mounier, dans son article, qualifie d'une défaillance de l'âme. C'est aussi la fondation de l'Organisation des Nations Unies, mais en même temps le début de la guerre froide, et puis l'année précédente le dossier, la mort de Gandhi, les figures de... Je ne crois pas que le nom soit prononcé jusqu'à présent, mais dans le dossier en tout cas, la figure de Gary Davis est associée à celle de Gandhi. Gandhi ayant fait la démonstration que la non-violence pouvait se transformer en mouvement politique, et l'espoir se porte sur le geste de Gary Davis pour qu'il se transforme lui aussi en mouvement politique. En même temps, le dossier est aussi critique. J'ai dit, il y a le fantôme de Munich qui hante ce dossier, et par exemple l'article de Mounier s'appelle « Équivoque du pacifisme », et il va saluer le geste de Gary Davis dans sa dimension prophétique, pourrait-on dire, au sens où il déconcerte les puissants, où il interpelle les puissants, et en même temps une petite dimension critique, au sens où Mounier ne comprend pas que Gary Davis refuse l'ensemble des structures politiques existantes pour construire la paix. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que les rédacteurs de la revue Esprit ont vu dans le geste de Gary Davis qui ont permis cette affinité que Mounier se constitue dans le comité de soutien Gary Davis, etc. Et alors, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui tient à la dimension religieuse. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, mais lors de sa conférence, Michel Auvray, l'historien, hier, qui rappelait un peu l'histoire de Gary Davis, insistait, à un moment où on voyait une photo de Gary Davis sur l'esplanade du Trocadéro, il insistait sur les objets qui l'accompagnaient, donc il a son uniforme, et je pense que c'est important de rappeler que le geste pacifiste, non violent, trouve sa source dans l'expérience des horreurs de la guerre. Une machine à écrire qui lui permet d'inscrire son rêve de citoyenneté mondiale, et une Bible. J'ai cru entendre la présence d'une Bible. Donc, on rejoint cette idée d'une inspiration prophétique de Gary Davis. Et je vous donne une petite citation du texte de Ricoeur qui dit l'histoire dit violence, la conscience bondit et dit amour. Et Ricoeur va également parler au sujet des hommes non violents d'un noyau prophétique de mouvements politiques. Donc, je pense que ce qui a intéressé la revue Esprit dans ce geste de Gary Davis, c'est cette rencontre entre quelque chose de l'ordre du religieux et quelque chose de l'ordre du politique, qui correspond tout à fait à la volonté du fondateur d'appeler les chrétiens à s'engager dans la cité. Alors, cette petite hypothèse introductive faite, je vais me tourner vers les deux réalisatrices du très beau documentaire qu'on a vu hier soir. Sonia Terrab, je vous présente rapidement, vous êtes romancière, scénariste et réalisatrice de documentaires. Je peux citer Shakespeare à Casablanca en 2017,
passe en 2020 sur la jeunesse d'un quartier populaire à Casablanca, et avec Anna Assouline, Résister pour la paix en 2024. Anna Assouline, vous êtes journaliste et réalisatrice de documentaires. Vous avez réalisé Les guerrières de la paix en 2018, À notre tour en 2020, et en plus du documentaire que je viens de citer, je cite aussi le livre Guerrières de la paix, juifs et musulmans, quand les femmes engagent le dialogue, au Seuil l'année dernière, qui est en vente sur la table à l'entrée de la salle. Alors, je reconnais dans votre documentaire, qui m'a beaucoup touché, un certain nombre d'éléments qui sont présents dans ce dossier de la revue. Vous partez de la violence du 7 octobre et de la destruction de Gaza, donc l'expérience des horreurs de la guerre. Et ensuite, le documentaire, le fait de suivre des personnes singulières, vous permet de mettre au jour les passions qui sont engagées par ces événements, la peur, la douleur, la colère, qui sont toutes des passions qui pourraient pousser à la violence et à des regains de violence. Et en même temps, vous avez ce personnage, j'ai oublié son nom, qui est Rabin Nava Refetz. Merci. Qui explique à un moment à un journaliste, alors qu'elle est en train de manifester, qu'elle cherche à construire la paix par la rencontre. Et je trouve que une des scènes les plus fortes dans votre film, c'est une rencontre justement entre ce jeune homme qui a perdu sa mère assassinée par le Hamas lors du 7 octobre, avec un ancien militant du Hamas à qui il raconte la perte de sa mère et qui verse une larme. Donc la peur, la douleur, la colère, ici sont absorbés par cet interlocuteur et transformés en pleurs. Et il y a là quelque chose qu'on pourrait peut-être dire d'ordre religieux, qui est d'ailleurs ni vraiment juif, ni vraiment musulman, qui sont les deux religions les plus concernées dans la région, mais presque chrétien, de transformer le principe de la non-violence, on retrouve chez Martin Luther King, par exemple, transformer la violence subie, non pas en violence infligée, mais en larmes ici. Alors voilà, c'est la question que je voulais vous poser, peut-être. Comment est-ce que vous êtes posé la question religieuse en faisant ce film? Est-ce que les religions vous paraissent des protagonistes de ce conflit? Et est-ce qu'il n'y a pas une dimension religieuse dans les personnages que vous suivez? Est-ce qu'il n'y a même pas une forme de sainteté dans ce personnage assez énigmatique de repenti? D'abord, merci pour cette introduction et pour ces mots sur le film. Alors, pour vous répondre, il y a beaucoup d'éléments dans votre question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une dimension religieuse aujourd'hui dans ce qui anime ce qui est en train de se passer? Évidemment que oui. De par la place qu'a pris le mécanisme religieux et la manière dont ils prennent en otage aujourd'hui une politique expansionniste, fasciste, etc. Évidemment, de la même manière que le fait que le Hamas, mouvement inspiré de l'idéologie des frères musulmans, revendiqué l'idéologie des frères musulmans, qui a aussi une vision très religieuse de ce conflit, soit aujourd'hui ceux qui, en tout cas depuis des années, depuis 2005, sont au pouvoir à Gaza, font que les forces en puissance et ceux qui alimentent la haine sont plutôt du côté du religieux. Ce que vous dites en plaçant le religieux du côté de la vertu et du côté du dialogue et du côté de la nécessité de repentance, de résilience, de pardon, etc., est une lecture qui est intéressante et qui, pour tout vous dire, est peut-être la première fois, moi en tout cas c'est la première fois qu'on me la présente sous ce prisme-là. Il se trouve que chacun des personnages qu'on voit dans ce film ont un rapport au religieux très différent. Il y a évidemment cette femme rabbin qui tire son humanisme et son rapport à la justice et à l'égalité de sa vision juive et de son enseignement juif du monde, et qui précisément
lutte contre ceux qui, à son sens, bafouent ces valeurs constitutrices de son rapport aux religieux. Voilà. Donc, et d'ailleurs, elle explique ce qui est sacré dans toutes les religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, c'est la vie humaine et c'est certainement pas la terre. La terre sans l'humain n'est rien, n'est que de la poussière. Donc tuer et sacrifier des vies humaines au nom d'une terre, c'est une absurdité totale qui est commune d'ailleurs aux trois religions. Donc ça, c'est pour vous répondre sur l'aspect religieux. Après, moi, c'est vrai que je pense qu'on a ça en commun avec Sonia. Je suis de culture juive, elle est de culture arabo-musulmane, mais on a aussi une vision du monde qui n'est pas façonnée par le religieux. Donc ce que vous pointez comme étant plutôt des valeurs chrétiennes ou judéo-chrétiennes ou qui viendraient de l'islam, etc., pour nous, sont avant tout des valeurs humaines et universelles qui traversent précisément tous ces individus qui ont un rapport religieux différent, qui peuvent se définir comme athées, laïcs ou très religieux. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est cette résonance entre des personnages, entre une femme rabbin, entre un fils endeuillé, entre un ancien membre du Hamas, et qui ont finalement cette part d'universel et dans la douleur et dans la nécessité de réparation aujourd'hui du monde et de l'avenir de leur région. Merci. La réparation du monde n'est pas... qui est aussi une notion religieuse. Qui peut être une notion religieuse, qui peut l'être. Encore une fois, je crois que, en tout cas, moi je sais que c'est mon rapport au monde, mais il est encore une fois propre à chacun. Je crois qu'on trouve on peut appeler ça la religion, ça peut être des combats politiques, ça peut être beaucoup de choses, mais je crois que ce qu'investit l'humanité dans son rapport au monde peut prendre plusieurs chemins, mais que ce qui prime quand même au final et ce qui est le moteur de notre action, ça reste quelque chose d'universel et d'humain. En tout cas selon ma vision, mais encore une fois c'est... Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, effectivement, et c'est vrai que nous, quand on faisait le film et quand on montait le film, il s'est beaucoup posé cette question de comment nous présenter, et on était vraiment très très dérangés par le fait d'être étiquetés, moi la musulmane, elle la juive, et que ça fasse finalement, que ça soit ça le film, que ça soit ça le sujet, et on s'est battu jusqu'au bout pour justement pas mettre ça en avant, mais finalement pour des soucis aussi d'efficacité, de clarté, et pour pouvoir lancer le film et donner le contextualiser surtout, donc on a fini par le dire, mais voilà, il y a cette phrase qu'on répète souvent Anna et moi, et qu'elle a dit aussi hier après le film, c'est que si on a fait ce film, c'est pas parce que je suis musulmane et qu'elle est juive, c'est parce qu'on est toutes les deux marocaines, et surtout parce qu'on est très amis, qu'on se respecte et qu'on s'aime, et ce film aussi, c'est créer un espace de rencontre et de dialogue, et ce qu'on fait aussi avec les guerrières de la paix, c'est créer cet espace, l'espace du possible, l'espace où chacun d'entre nous peut se retrouver avec son identité, sa religion, ses croyances, mais autour de quelque chose de commun, un espace où on peut aussi dialoguer et se connaître et se reconnaître. Merci. Et éventuellement, j'avais une autre petite question sur le film, parce que donc, vous mettez en avant la possibilité du dialogue et de la rencontre, et le dialogue et la rencontre se font beaucoup en anglais. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce que les Israéliens ne parlent pas l'arabe et alors j'imagine les Arabes, comment on les appelle, les Palestiniens de citoyenneté israélienne doivent parler hébreu. Mais pourquoi la médiation de l'anglais pour ce dialogue ? C'est une question très intéressante et très importante et qui, à mon avis, fait partie incarne beaucoup de choses. Il y a plusieurs... Le dialogue, la langue qu'on parle et la sémantique qu'on utilise tiennent un rôle essentiel dans cette région. Il se trouve que jusqu'à la loi État-nation catastrophique qui a été adoptée, je ne sais plus exactement quand, mais peu de temps avant d'ailleurs la réforme judiciaire, cette loi donc, justement a fait de l'arabe une langue secondaire, alors que pendant des années quand même c'était une langue qui était enseignée dans toutes les écoles et universités en Israël. Donc ce que on peut appeler, et ça fait partie, comment on se nomme et comment on se définit, soit palestinien d'Israël, soit palestinien citoyen israélien, soit arabe israélien, selon comment chacun souhaite définir son identité.
parlent évidemment dans leur écrasante majorité en hébreu, puisque c'est 20% de la population en Israël aujourd'hui, et c'est des gens qui travaillent en Israël, qui vivent en Israël et qui sont au quotidien avec des Israéliens. Et la nécessité et l'absence de connaissance de l'arabe par une grande partie des Israéliens fait partie aussi d'une non-reconnaissance de la nécessité de pouvoir entrer en lien avec ses voisins. Et c'était ironique parce que plusieurs fois, on organise régulièrement des rencontres avec des Israéliens et des Palestiniens qu'on fait venir en France pour s'adresser à des publics de gens qui viennent nous écouter. Et une fois, Jonathan Zeigen, donc le fils de Viviane qui a perdu sa mère le 7 octobre, disait pourquoi est-ce qu'on est là en face de vous à vous parler en anglais plutôt que à 5 km les uns des autres en train de se parler dans nos langues respectives. Et ça dit aussi beaucoup d'une situation totalement absurde de gens qui vivent. Je sais que souvent on s'en rend pas compte, à part quand on connaît la région, mais la proximité territoriale, la manière dont sont imbriqués tous ces lieux. Là, par exemple, on s'en est rendu compte quand il y a eu cette guerre qu'on appelle déjà la guerre de 12 jours Iran-Israël, où nous, on est dans des groupes WhatsApp avec des militants israéliens et palestiniens. Les Palestiniens voyaient des missiles passer au-dessus de leur village. Certains villages ont été touchés. Et ils se demandaient mutuellement des nouvelles pour savoir, ne pas se rendre compte d'à quel point il y a une imbrication à la fois des destins de ces deux peuples et de l'interdépendance de leur avenir, mais aussi une proximité territoriale qui est assez frappante, parce qu'on bascule vraiment d'un monde à l'autre en quelques kilomètres et en prenant un virage sur une route. Donc cette question de la langue, et elle est aussi intéressante, pas que dans le fait de parler hébreu, arabe ou anglais, mais aussi dans les mots qu'on choisit. C'est-à-dire que quand on parle avec des gens en Israël et en Palestine, selon les mots qu'ils utilisent pour nommer la réalité, on peut savoir où ils se placent sur l'échiquier politique. C'est-à-dire que selon, par exemple, dire palestinien pour un Israélien, il n'y a que les gens de gauche qui disent les Palestiniens. Sinon, ils disent tous les Arabes. Nommer palestinien à un Palestinien est déjà une forme de reconnaissance d'une identité qui est beaucoup niée. De la même manière que les Israéliens sont des Juifs. Personne, et même d'ailleurs souvent les militants de la paix disent Yehudim pour parler des Jews, pour parler des Juifs. En ce qui concerne par exemple les territoires, il y a l'extrême droite messianique qui parle de Judée-Samarie pour parler de Cisjordanie, qu'on dise territoire occupé, territoire disputé ou Judée-Samarie, ça nous dit déjà quelque chose de où on se situe sur l'échiquier politique. Donc il y a tout aussi cette sémantique qu'on utilise qui est un indicateur de position idéologique, et c'est très intéressant la question de la langue quand on parle de cette région. Merci. Je vais me tourner vers vous pour vous poser des questions sur vos travaux, mais éventuellement si vous voulez réagir aux questions précédentes, vous êtes bienvenue. Jean-Vincent Hollande, professeur de sciences politiques. Oui, je voudrais réagir sur cette question de l'identité religieuse, ce qui permettra peut-être de faire le lien avec la passionnante conférence de Jean-François Bayard tout à l'heure, qui parlait d'un poison au fond identitaire. Ce que j'ai trouvé et évidemment, je crois qu'il y a beaucoup d'arguments à l'appui de cette thèse, notamment sur ce conflit. Mais ce que j'ai trouvé intéressant et vraiment très, très frappant, avec un effet de vérité extrêmement frappant dans le documentaire, c'est comment justement les différents protagonistes, à partir d'un certain cas d'une identité religieuse ou d'une identité politique, nationale, construisaient quelque chose qui relevait de l'universel. Où l'identité n'était pas ici, dans ce cas de figure, dans l'idée qu'ils se font de la paix, un poison, mais au contraire, finalement, le prétexte d'un dialogue. Et, comme vous l'avez très bien dit en répondant à la question sur la religion, une sorte de chemin ou de pont vers l'universel et donc vers une paix considérée comme non pas justement un idéal très nébuleux, mais comme une pratique au fond sociale. Et ça, je dois dire que c'est extrêmement bouleversant et en même temps extrêmement concret, réaliste. Je crois que c'est... il me semble que... Alors juste, merci pour ce que vous avez dit. Après j'arrête de parler parce que je parle trop. Mais je voulais juste rebondir sur cette question parce que les concepts d'universel, etc., c'est des concepts qui traversent aussi nos sociétés, parce qu'on est aussi des militantes antiracistes en France, qui essayons aussi de créer un espace de réconciliation, de reconnaissance mutuelle entre des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées, etc. Et on a beaucoup opposé dans nos débats, notamment sur les questions antiracistes, féministes qui sont les nôtres,
la question de l'universalisme et la question de l'intersectionnalité, par exemple. Or, ce que nous, on défend de manière très forte, et je crois que c'est ce que vous dites, et ça fait écho à ce que vous dites quand on parle de ces individus et des ponts qui existent entre leurs histoires, entre leurs douleurs, etc., c'est que la condition du véritable universel, c'est précisément la reconnaissance de l'identité, de l'histoire, de la mémoire propre de chacun. Et donc penser qu'il y a une opposition entre les deux, qu'il y aurait soit une homogénéisation, qui ne reconnaîtrait pas les particularismes, etc., soit quelque chose de très segmenté où chacun serait avec les siens, etc. Nous, justement, ce qu'on défend avec les gardes de la paix, c'est important, c'est que la condition de l'universel, c'est précisément cette reconnaissance. Et c'est vrai aussi bien dans nos sociétés que quand on est sur le terrain là-bas avec des gens qui sont traversés par toutes ces histoires, par toutes ces douleurs, par des narratifs très différents, etc. Merci à tous les deux. Je me tourne maintenant vers Christophe Gargaud, qui est réalisateur de documentaires. Vous avez réalisé d'Arusha à Arusha sur la justice transitionnelle au Rwanda en 2008 et le film Colombe sans gravité en 2024 sur la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, qu'on va pouvoir découvrir ce soir, si je ne m'abuse. Donc je m'excuse par avance parce que du coup, comme je n'ai pas vu votre film, ma question sera un petit peu plus générale que fondée sur le visionnage. Peut-être déjà une question sur comment est-ce que vous êtes passé d'une interrogation sur la justice transitionnelle, qui rejoint un peu cette question de réparer le monde, en tout cas réparer des liens qui avaient été sévèrement abîmés, à l'examen d'une mission de maintien de la paix. Merci Jonathan. Alors à mon tour de remercier à la fois la ville de Cahors qui nous accueille très sympathiquement avec tous les moyens militants qui sont les vôtres, et c'est toujours évidemment touchant de voir qu'il y a encore ces énergies possibles, et pour faire revivre finalement la pensée plurielle. Et puis merci à Boris de s'être emparé de cet enjeu-là et de réveiller à la fois une vieille histoire pour lui-même et au-delà. En fait, la raison pour laquelle je me suis emparé de mission de maintien de la paix, c'est que justement mon premier film n'était pas sur la justice transitionnelle, ou pas que. Puisque mon second film était sur la justice pénale internationale. Et donc sur cette idée que 50 ans après Nuremberg, le monde s'emparait de nouveau d'une ambition où le droit pouvait venir traiter des questions traumatiques, apporter une réponse à des drames comme le génocide rwandais, et que l'ONU essayait de trouver des dispositifs pour incarner cette promesse. Ça a donné la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qu'on connaît bien, et puis celui pour le Rwanda, qui était basé à Arusha, ville en Tanzanie. Donc au départ, le pont entre mon second film et le troisième, c'est que je m'intéresse à deux dispositifs créés par les Nations Unies pour essayer de transformer concrètement la promesse des Nations Unies. C'est ça mon point de travail à l'origine. Et il s'avère que, effectivement, en m'intéressant au tribunal pénal international pour le Rwanda, je m'intéressais mécaniquement à la justice transitionnelle, puisqu'on avait concomitamment, par rapport au génocide, au drame rwandais, deux propositions de type juridique radicalement différentes, une internationale pénale et une plus traditionnelle, même si ce mot est évidemment questionnable, dit Gachacha, et orchestrée à partir d'un modèle qu'on a souvent dit, celui des commissions Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud. Et donc l'un va faire miroir à l'autre, mais c'est bien une réponse juridique qui est apportée par rapport à un drame, et en quoi elle est ou pas possible, et en quoi produit-elle ou pas une possibilité de réparation. Et évidemment, en m'intéressant à ce dispositif, j'ai évidemment mesuré les limites qu'il y a entre l'ambition qu'on adresse et puis ce qu'on est capable de véritablement transformer. Et puis ensuite, mécaniquement, il y avait un autre grand dispositif qui ont marqué les Nations Unies pour transformer encore sa promesse, c'était les fameuses missions de maintien de la paix. La première,
la première réelle mission de maintien de la paix, c'était en 1948, c'est justement pour déjà vérifier, documenter l'accord entre la répartition des territoires, entre ce qui devient l'État d'Israël et la Palestine. Déjà, c'était le sujet. Et puis, on en aura ensuite une multitude. Et pour les avoir vus fonctionner dans de multiples contextes, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans au service de mission humanitaire, eh bien, je me faisais là encore le même constat, qu'il y avait toujours un écart entre ce que ces missions de maintien de la paix prétendaient pouvoir servir et délivrer, et finalement l'enlisement souvent dans lequel elles se trouvaient, et puis l'impossibilité de véritablement faire ce que les gens attendaient, c'est notamment protéger les civils, et puis ensuite aider les États à retrouver un peu d'équilibre et une possibilité de vivre ensemble. Et donc je me suis dit, c'est intéressant, c'est-à-dire que là encore, est-ce qu'une réponse, entre guillemets, à caractère institutionnel peut fonctionner, et si elle ne fonctionne pas, pourquoi en fait? Et Colombe sans gravité, c'est ça le sujet en fait, c'est de s'intéresser à une réponse internationale dans un contexte, un conflit, ici le Mali, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples, où la question du conflit est récurrente depuis très très longtemps. Des réponses internationales ont déjà été proposées, elles ne pourront pas fonctionner. Et pourtant, on revient avec le même conflit, à peu près les mêmes acteurs, à peu près les mêmes ressorts du conflit, et on revient 10 ou 15 ans plus tard avec une même type de réponse. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc c'est ça mon sujet, en fait. Moi, je suis vraiment au carrefour entre le politique et la manière dont les institutions imaginent leurs réponses. Mais je vais, si vous voulez, pour venir jusqu'ici, on a pris un train qui était lent, très très lent, au point qu'on n'a pas pu voir votre film, parce qu'on a mis 6h30 pour venir de Marseille, mais du coup, ça laisse du temps. Alors, c'est plus vraiment un sujet pour vous, mais la semaine dernière, c'était encore le grand oral pour les bacheliers français. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, quand on prépare le bac, le principal instrument que vous utilisez, c'est ChatGPT. Alors moi, dans le train, j'ai posé la question à ChatGPT sur comment défendre la paix mondiale aujourd'hui. Et en 15 secondes, il me répond ça, 107 points. Premier point, renforcement du dialogue diplomatique. Deuxième point, promotion du développement économique et social. Troisième point, respect des droits de l'homme. Quatrième point, désarmement et contrôle des armes. Cinquième point, l'éducation à la paix. Sixième point, coopération internationale. Et enfin, septième et dernier point, engagement citoyen. Je suis sûr que si un jeune bachelier dit ça au grand oral, il aura plutôt une bonne note. La réponse est parfaitement cohérente, structurée, et globalement, quand on regarde les thèmes, on se dit chapeau. Chapeau, mais ça sonne faux en fait. Et ça sonne faux, et je me suis dit, mais pourquoi ça sonne faux? Et ça sonne faux parce que c'est typiquement une réponse qui est produite par un outil qui est censé constituer, en tout cas, le monde de demain, on va dire. Et la réponse qu'il nous apporte, c'est une réponse des années 80. Et ça, c'est extrêmement fantastique de mesurer ça. Et en définitive, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce film, c'est que ce qui me frappait sur la réponse dite institutionnelle, c'est en quoi, à un moment donné, quel que soit le conflit, quelle que soit la nature du conflit, quelle que soit l'histoire de ce conflit, eh bien, la réponse institutionnelle est toujours la même, avec le même type d'approche, le même type de solution, et on déploie comme ça un mécanisme, d'ailleurs on appelle ça des mécanismes de maintien de la paix, sans véritablement se poser la question si le médicament ou la solution thérapeutique est adaptée au conflit. Et évidemment, elle ne l'est pas. De la même manière que toute grippe ne se soigne pas de la même manière en fonction du patient qui est malade, et bien de la même manière, la même solution ne peut pas fonctionner en fonction des conflits. Et donc ça va être ça mon sujet, c'est ça le sujet de Colombe sans gravité, c'est comment on arrive d'un conflit avec une réponse qui est mécanique, et puis au fur et à mesure de s'apercevoir que cette réponse va finalement s'embourber, s'enliser, devenir un véritable échec, au point d'ailleurs que c'est les Maliens eux-mêmes qui demanderont à la mission de maintien de la paix et aux Français de partir, remplacés, on sait, par le groupe Wagner. Donc c'est ça un peu le film Colombe sans gravité. Merci, on a hâte de voir ce film. Jean-Vincent Hollande, je vous ai que
trop rapidement présenté. Donc, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Assas, où vous dirigez le centre Thucydide. Vous avez publié La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie chez Perrin en 2017. Et vous avez plus récemment dirigé avec Juliane Fernandez Nations désunies, la crise du multilatéralisme dans les relations internationales au CNRS Éditions en 2022. Alors, l'intervention de Christophe Gargot me donne l'occasion de continuer à vous interroger sur l'efficacité des Nations Unies dans ces missions de maintien de la paix. Il faut se rappeler que le geste de Gary Davis est, somme toute, d'abord adressé aux Nations Unies qui viennent d'être créées, enfin, à la suite de la Société des Nations, mais sous une nouvelle mouture. Alors, on vous avait interrogé dans la revue en 2022, il me semble, au sujet de la guerre en Ukraine, et vous évoquiez à ce moment-là une dégradation du système international que vous datiez de l'annexion de la Crimée, donc début 2014. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu ce diagnostic d'une dégradation et nous donner votre opinion sur le rôle des Nations Unies aujourd'hui dans la construction dans la défense de la paix mondiale aujourd'hui? Merci, et j'en profite également à la suite de mes co-panélistes pour remercier les organisateurs, et en particulier Boris Petric, collègue et ami, pour cette initiative. Moi, je suis spécialiste plutôt initialement de la stratégie, donc plutôt de la guerre. Il y a aujourd'hui une forme d'évidence à penser la guerre, une évidence funeste. Il est beaucoup moins évident et beaucoup plus difficile de penser la paix, et donc il faut de ce point de vue saluer d'autant plus cette initiative de Cahors Mundi. Et voilà, et je ne suis pas certain, pour être tout à fait franc, de pouvoir répondre complètement aux questions. Peut-être deux points. Effectivement, c'est toujours difficile d'analyser de point de vue, disons, macro-sociologique les relations internationales. On a eu tout à l'heure une conférence qui justement plaidait pour une approche par le bas, par l'histoire, etc. Et étant historien de formation, je plus sois. Mais il y a un certain nombre de mouvements de tectonique des plaques internationales, d'ailleurs très bien décrites dans le documentaire que j'ai vu ce matin pour quand même préparer la conférence. Et ce qui ressort bien, teaser du documentaire, parmi d'autres choses, mais sur les relations internationales, l'évolution du système international, c'est au fond cette espèce de défaite, il faut bien le dire, ou d'incapacité, d'impuissance des puissances occidentales, notamment la France dans le cas du Mali, et puis donc du narratif onusien inspiré, disons, d'un récit plutôt occidentalo-centré, et de cette victoire, alors décrite de façon peut-être en ellipse, de la Russie à travers ce qu'elle a pu faire pour déstabiliser non seulement les puissances occidentales, mais tirer profit en quelque sorte de cette situation. Ce qui me permet de répondre à la question, le tournant de mon point de vue, c'est même juste avant 2014, c'est la question des armes chimiques en Syrie. C'est très important parce que on insiste beaucoup sur Trump, sur le caractère épouvantable de la situation américaine aujourd'hui, on a raison de le dire, mais au fond, tout ce qui se passe aujourd'hui avec Trump, d'une certaine manière, doit être pensé avec un président qui, a priori, est beaucoup plus aimable, qui est Barack Obama. Lorsqu'il menace la Syrie d'intervenir si les armes chimiques devaient être utilisées, or, elles ont été utilisées, et à ce moment-là, l'intervention n'a pas lieu parce qu'effectivement, comme ça a été dit aussi dans la conférence précédente, le bilan des interventions est tellement désastreux et la fatigue de la guerre américaine à ce moment-là est tellement forte, surtout de la part d'un président américain qui, pour des très bonnes raisons, était contre la guerre en Afghanistan, contre la guerre en Irak, va dire qu'il ne va pas aller en Syrie. De mon point de vue, s'il y a une seule intervention qui pouvait se justifier, c'est celle-là. Encore une fois, on pourra en discuter dans un cadre qui devait être
là aussi, sur mesure, pour reprendre un terme utilisé par le général Castres dans le documentaire. Or, non seulement il n'y a pas eu d'intervention sur mesure, mais il n'y a pas eu d'intervention du tout. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les Russes sont engouffrés dans la brèche, se sont sentis pousser des ailes, et ont, jusqu'à la période récente, sauvé le régime d'Assad, et avec un certain succès qui les a conduits ensuite à aller plus loin avec l'annexion de la Crimée. Et donc là, il y a quelque chose qui se joue dans le système international comme une forme d'impuissance, disons, déclarée, officialisée des États-Unis, et d'incapacité, disons, des puissances occidentales à non seulement agir, mais aussi à penser ce moment. Et, voilà. Et peut-être d'ailleurs que la réponse donnée par ChatGPT est un élément d'explication, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une sorte de discours qui tourne à vide déjà depuis au moins une trentaine d'années. Donc, et donc c'est là que la Russie, disons, tout en étant faible à certains égards, notamment au plan intérieur, adopte une position martiale qui se fait au détriment des Occidentaux. Vous avez utilisé l'expression caractère occidentalo-centré du système international, ce qui signifie quand même largement adossé à la puissance américaine. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont la grande puissance mondiale, même si s'oppose à l'URSS, mais on peut dire qu'elle atteint une forme d'hégémonie. Est-ce que ce qu'on a appelé là dégradation du système international, c'est pas plutôt une forme de perte d'hégémonie américaine, auquel cas finalement le système international, le droit international était porté par cette puissance, et sans cette puissance, on retrouve les rapports de force brutaux, chers aux réalistes. Alors, sans rentrer dans les débats... Non, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le réalisme, mais on ne va pas rentrer là-dedans. En fait... vous posez la question, excusez-moi, parce que En fait, ma question c'est, est-ce qu'on assiste à une dégradation du système international ou juste à une perte de puissance des États-Unis et puis en fait, voilà. J'étais en train de réfléchir à l'ambivalence du rapport des États-Unis au droit international. En fait, je pense que c'est un élément d'explication très fort. Par exemple, vous parlez de la CPI. Les États-Unis ne sont pas partis à la CPI. Et donc, les États-Unis ont été jusqu'à un certain point façonné le système international autour, disons, de valeurs démocratiques et libérales, tout en agissant, au fond, pour leurs intérêts. Et lorsque le droit international pouvait contrevenir à leurs intérêts, s'assoyait sur le droit international. C'est la fameuse théorie du double standard. On a pu observer à travers les interventions, en particulier unilatérales, qui sont une sorte d'acmé de cette attitude. Le néoconservatisme étant au fond, sinon l'aboutissement, du moins l'expression la plus pure de ce positionnement, consistant d'un côté à défendre des valeurs dites universelles, et de l'autre à agir de manière unilatérale par la force, l'exportation de la démocratie par la force. Et ça, sans doute que c'est un élément d'explication de la situation présente que nous, on interprète, les puissances occidentales interprètent comme une sorte de dégradation du système international, mais qui n'est pas interprétée par tout le monde comme une forme de dégradation. Ce que nous, on interprète comme une forme de dégradation, c'est une perte. Mais ce que la Russie et la Chine pensent, c'est certainement pas une dégradation du système international, mais simplement des points gagnés. Alors, désolé d'employer cette logique purement stratégique, mais c'est important d'avoir ça à l'esprit. Parce que ça se fait au détriment de l'universalisme qu'on évoquait. Ça se fait au détriment des pratiques concrètes de la paix qui pourraient se substituer à cet agenda belliqueux. Et ça se fait sur fond en plus de revanchisme de la part de puissances, par exemple, colonisées. L'empire colonial français est au fond
l'instrument de cette dégradation qui est en réalité un repositionnement. Et ça, moi, ce qui me frappe par rapport à tout ça, par rapport aux deux documentaires, par rapport à tout ce dont on parle, c'est cette espèce d'ethnocentrisme du présent, c'est-à-dire d'incapacité. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas capable de répondre à certaines questions, c'est qu'au fond, c'est comme si on n'arrivait pas à penser la profondeur historique des problèmes. Ça a déjà été dit à la conférence précédente, ça me paraît fondamental. C'est-à-dire que les États-Unis, là par exemple, prenons l'exemple de l'Iran, on est face à une guerre préventive qui s'assume comme telle, alors que ça a constitué un des principaux, disons, traumatismes qui ont conduit à l'absence d'intervention en Syrie. Comme une sorte d'éternel retour du refoulé, qui apparaît comme un retour en arrière, un retour au système d'avant la sécurité collective, où finalement chacun défend une position purement stratégique, purement fondée sur l'intérêt national au détriment d'un intérêt supérieur, disons, de l'humanité. Si je peux me permettre, je ne sais pas combien de temps il nous reste, 5 minutes, je sais pas. Juste une rapide intervention. Je me souviens d'une discussion en amont de Kaormundi avec Boris. Il me disait que c'est un peu anachronique que de convoquer une réunion sur la paix alors que tout est en guerre. Et on se disait, mais finalement, c'est bien normal, puisque c'est bien dans les moments les plus difficiles que tu as intérêt à investir l'avenir en réfléchissant et pas. Donc tout le monde sait ça. Mais je crois que c'est pas par hasard si on est obligé de réactiver ça, parce qu'on voit bien si on fait confiance à des outils comme celui-ci. Évidemment, la réponse est tellement caricaturale qu'elle est absolument pas possible, pas suffisante, mais elle est juste inopérante. Mais c'est que je crois qu'on arrive à une fin de cycle. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est-à-dire que et le modèle des Nations Unies est véritablement emblématique de ça. Moi, ce qui me marque, et la conférence tout à l'heure du professeur Bayard était remarquable pour ça, c'est qu'une des raisons pour lesquelles les missions de maintien de la paix, le modèle des missions de maintien de la paix ne fonctionne pas, c'est qu'il a été pensé par des États-nations occidentales, d'un modèle qu'on dirigerait vers des pays en conflit, qui sont parfois pas des États, parfois même pas des nations, ou en tout cas pas telles que nous on les conçoit. Parce que les sociétés, c'est organique. C'est pas un truc réglé, tout fait, comme ça, dans lequel il suffirait de mettre les pièces au bon endroit. Ça marche pas comme ça, une société. Or, tous ces modèles-là sont pensés. Et c'est normal, puisque c'est un état du monde qui a été pensé après 1945, où les puissances occidentales étaient hégémoniques, où le modèle d'État-nation était hégémonique, et où il suffisait finalement de décliner ça un peu partout. Et évidemment, ça ne fonctionne pas dans des pays qui sont en construction. Ce sont tous les pays qui sortent du colonialisme. Pour beaucoup, vont rentrer en guerre. Le Mali, ça a connu 4 coups d'État depuis son indépendance. Qu'est-ce que vous voulez qu'un pays, après 4 coups d'État, en moins de 100 ans, ait structuré un État qui fonctionne, des modes de reconnaissance entre des individus qui ont des cultures, des usages très très différents, c'est extrêmement complexe. Donc une modalité toute faite, notamment comme celle de la décentralisation. Les Nations Unies ont proposé un modèle de décentralisation au Mali que même nous, l'État français, ne sera incapable de mettre en place. C'est une blague. Donc, mais je pense qu'on est à la fin de ce cycle, et évidemment, on est arrivé avec des solutions toutes faites, et on ne connaît pas les solutions de demain, parce qu'on doit complètement revoir notre matrice d'analyse à la fois des conflits, du fonctionnement des sociétés, et puis des rapports de puissance entre elles. Et il est évident que tant que ces solutions seront apportées par des institutions dont le rapport de puissance est préformaté par le Conseil de sécurité, notamment, mais pas que, alors évidemment, ça ne pourra jamais fonctionner. Donc et c'est peut-être très bien d'ailleurs que ça ne fonctionne plus. Parce que ça nous oblige, une bonne fois pour toutes, à se dire, mais à quoi faisons-nous face? Et la conférence tout à l'heure nous permettait déjà d'avoir un certain nombre de clés qui évidemment nous obligent, pas simplement à être dans le bottom-up, mais qui déjà nous obligent à regarder les choses beaucoup plus organiquement, j'insiste véritablement sur ce terme.
Et je pense que la solution, elle devra être au carrefour entre, il faut conserver un peu d'utopie, sinon on ne rêve à rien et on ne construit rien, mais il faut aussi beaucoup de technique, parce que sinon on peut prendre, on ne peut pas être audible vis-à-vis des gens auxquels on adresse des solutions. Et puis il faut être extrêmement réaliste sur les héritages historiques dans lesquels on procède. Et évidemment, c'est une matrice intellectuelle qui est complètement nouvelle. Est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit? Moi, peut-être un mot sur la question de nos visions du monde occidentalo-centré et de l'incapacité à se détacher de nos propres modèles, de nos propres histoires, etc. Donc, nous, on parle de ce qu'on connaît, et en l'occurrence sur la question israélo-palestinienne, ça fait partie pour nous des peut-être plus grandes impasses dans la grille de lecture qu'on a. Et là, je ne parle même pas à l'échelle des instances internationales, des juridictions internationales et de la manière dont elles ont été pensées. Je parle notamment dans les idéologies, dans les courants de pensée politiques, militants qui s'affrontent aujourd'hui sur ces questions et qui quand même nous prennent tous un peu en otage. Je crois que c'est fondamental, cette question d'occidentalocentrisme. C'est-à-dire que, en tout cas en France, dans un pays où on se déchire beaucoup sur la question israélo-palestinienne, l'incapacité à détacher notre propre grille de lecture, nos propres traumas, nos propres comptes à régler avec notre histoire vis-à-vis du colonialisme, vis-à-vis de l'histoire de la Shoah, et la manière dont on calque nos propres fantasmes, nos propres comptes à régler, nos propres culpabilités sur une question israélo-palestinienne qui a sa propre spécificité historique, géopolitique, identitaire, etc., pour moi, nous nourrit complètement l'impasse dans laquelle on est. Et ça fait partie, je crois, des choses qu'on doit dépasser. Et une manière de les dépasser, et c'est ce qu'on essaye de faire, et à travers notre travail de réalisatrice et dans nos actions militantes, c'est précisément de remettre le curseur sur les concernés et sur ceux qui, du cœur même du chaos, sont capables de tracer un horizon qui est à la fois de l'ordre évidemment de l'espoir, d'un idéal, mais qui est aussi très, comme vous le disiez, très concret, très stratégique sur comment effectivement on essaye de reconstruire de la base des espaces de réparation et comment on repense un petit peu nos stratégies politiques sur ces questions. Voilà, je veux juste rebondir sur cette histoire d'occidentalocentrisme parce que ça nous... ça fait partie des pièges dans lesquels on est. Alors, j'ai un petit doute sur l'heure à laquelle on doit s'arrêter. Est-ce qu'on a le temps de prendre des questions du public? Oui.